Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Colline Musel, vétérinaire, coach, formatrice et cofondatrice de WonderVet. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire, entrepreneur, podcasteuse et fondatrice de Thémavet. Bienvenue sur le podcast numéro 1 de la profession qui démontre qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, qu'ils soient praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, leurs réussites et les joies qui vont avec, mais aussi leurs difficultés et leurs échecs. C'est toujours avec le même enthousiasme que nous prêtons notre micro aux vétérinaires pour la 3e saison consécutive, pour continuer à nous raconter tels que nous sommes vraiment, interroger notre quotidien professionnel bien sûr, mais aussi et avant tout notre rapport à la vie, au monde animal et à la planète. Le tout saupoudré d'une bonne dose de déculpabilisation. Vous êtes ici chez nous. Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! C'est incroyable, mais nous sommes arrivés au 100e épisode. J'ai peine à y croire, c'est un vrai succès ce podcast et on en est ravis. On a donc voulu marquer le coup avec Colline et que cet épisode un peu spécial se fasse sous un angle optimiste. Alors on a demandé à des consoeurs et des confrères de nous raconter un moment marquant de leur vie de praticien, un moment fort en émotion, un moment qui est gravé dans leur mémoire. Vous reconnaîtrez des anciens invités du podcast, des membres de l'équipe Thémavet et des vétos anonymes. Belle écoute positive. C'était un petit âne qui s'était coincé le pied dans une clôture électrique, enfin des fils de fer, et en fait il s'était arraché la troisième phalange, donc en fait il s'était arraché le pied, plutôt le pied avait finalement nécrosé, et on a décidé, sa propriétaire était extrêmement motivée, et on a décidé de lui faire une prothèse avec un prothésiste en humaine, pour qu'il a gardé en fait le temps qu'il y ait une sorte de moignon qui se forme. Ça a duré des mois et ça a été ça a quand même été une aventure, parce que je suis pas sûre que ce soit vraiment pour cette localisation-là, je suis pas sûre que ce soit vraiment quelque chose de très décrit, mais on lui a fait faire une prothèse sur mesure, et ça c'était quand même assez rigolo, on va dire. C'était rigolo avec des gens très sympas, un petit âne rigolo, et ça a été un des trucs les plus originaux en tout cas que j'ai fait dans jusque-là. Je travaille en clientèle mixte, particulièrement en bovin viande charolais. Alors on pourrait croire que c'est une activité difficile avec les vélages, les renversements de matrice la nuit, mais moi c'est vraiment ce que j'aime, et particulièrement la nuit. Imaginez l'appel sur les coups de 5h ou 6h le matin. On part dans sa voiture, il fait encore nuit, on est seul dans la campagne. Et quand on arrive chez l'éleveur, tout est prêt pour une césarienne éventuellement. Il nous attend, content de notre arrivée rapide. Et là, il nous dit, je comprends pas ce qui se passe. J'ai plusieurs pattes. Je sais pas si c'est des jumeaux ou un veau qui est mal formé. Et donc là, on attaque notre vélage, on regarde ce qui se passe et on détecte que ce sont des jumeaux. Donc on en repousse un, on sort le premier. Il va bien, l'éleveur a bien surveillé son vélage. On va chercher le deuxième qui est aussi en pleine forme, et donc voilà, avec le sourire, les deux petits veaux, on voit les deux petits veaux qui relèvent la tête, et on sort de la case, on se lave les bottes, on enlève notre tenue, et là l'éleveur lâche sa vache, et elle brame et elle va vers ses veaux pour les lécher. C'est vraiment ce moment-là que j'adore, la première rencontre d'une vache avec ses veaux, son ou ses veaux. C'est vraiment un truc qui me fait plaisir au quotidien, et qui fait que j'ai continué cette activité jusqu'à maintenant. Et puis ensuite, super moment encore, souvent l'éleveur propose d'aller boire un café, et donc on discute de tout et de rien dans sa cuisine pendant 20 minutes, une demi-heure avant de repartir chez nous. Ce sont vraiment des moments privilégiés. Les moments de nuit, c'est vraiment les moments que je préfère dans mon activité finalement.
Alors j'étais toute jeune véto, je devais aller voir un cheval couché dans un pré, c'était le motif de consultation. J'arrive, je suis accueillie par un petit grand-père qui m'explique que sa jument est dans le pré, mais complètement en contrebas. Et effectivement, ce pré était très difficile d'accès. Il pleuvait, il faisait un froid de canard, c'était l'hiver. On descend en contrebas jusqu'à la jument, qui était vraiment très très mal en point, une vieille jument couchée qui n'arrivait plus à se relever, et son propriétaire, ce petit papy qui était extrêmement désœuvré, extrêmement touché par la mort imminente de sa jument, qui était pour autant pas prêt à l'euthanasie tout de suite, et qui avait envie qu'elle meure au box, au chaud, avec lui. Donc je la réhydrate, je lui passe des corticos, mais l'idée c'était vraiment de lui donner un coup de fouet pour au moins lui permettre de se relever. On arrive à la relever. Lui m'explique qu'il va falloir la ramener au box parce que de toute façon l'accès est beaucoup trop difficile pour l'équarrissage et qu'ils viendront jamais. Et s'ensuit une ascension de ce pré avec la jument, donc lui devant qui essayait de la tirer, et moi qui la poussais au cul pour essayer de lui faire gravir cette montée complètement raide dans le pré. Voilà, le tout sous la pluie battante. De mémoire, on a mis entre 20 et 30 minutes à réussir à la faire remonter, et on a pu la mettre effectivement au chaud, au box, juste à côté de la maison du monsieur. Et j'ai pu voir la gratitude vraiment dans ses yeux après tout le temps qu'on avait passé, tous les efforts qu'on avait fait. Il m'a offert un café, hein, la nuit était tombée, il était relativement tard, et en fait j'ai eu un sentiment d'utilité. Je me suis sentie à ce moment-là utile, hein. J'étais toute jeune, ça devait être dans ma première année mes premiers 6 mois, je pense, de pratique. Et donc je suis rentrée à la clinique, évidemment très en retard parce que tout ça a bien dû durer plus d'1 heure, même peut-être 1 heure et demie avec la route. Et mon patron, un peu incrédule, me dit: mais comment t'as pu mettre autant de temps pour un motif de consultation aussi facile? Donc je lui raconte, et je le vois me regarder avec des grands yeux et me dire oh, c'est bien un truc de jeune véto. Voilà, mais j'ai jamais oublié ce moment, et effectivement la jument est morte quelques heures plus tard, mais au chaud et en compagnie de son propriétaire. Alors moi, mon gros kiff récent, je pense que c'est durant les visites d'audit que j'ai pu faire récemment, où j'interviens chez des éleveurs que je ne connais pas, parce que c'est à la demande, j'interviens suite à la demande d'une clinique véto avec laquelle je travaille. Et donc j'arrive chez ces éleveurs qui ne m'ont jamais vue, et il y a toujours ce petit moment de flottement et de doute dans leur regard quand ils voient descendre la toute petite femme vétérinaire rurale que je suis. Et vraiment ce que j'adore, c'est que quand je vois le moment, au fil de la discussion avec eux, au fil de mon questionnement au début, des questions que je vais leur poser, puis de la manière dont je vais avoir à les embêter, etc. Le moment où leur regard change et où il y a un véritable déclic, où on passe de c'est qui cette petite femme à ok, cette véto elle va nous aider, et peut-être que si on l'écoute et qu'on fait ce qu'elle dit, les choses vont s'améliorer dans notre élevage. Et ça vraiment c'est mon grand kiff du moment. Alors, ce que j'aime le plus dans mon métier, donc ça fait 2 ans maintenant que je suis vétérinaire, donc c'est encore tout jeune, c'est vraiment l'ambiance qu'il y a au cabinet. Donc on est 3, 2 vétos et une assistante vétérinaire, hein, en trio de filles. Et donc vraiment c'est cette ambiance que j'adore, tout simplement parce que je sais qu'en arrivant au cabinet, même si ce sont parfois des situations pas très faciles, notamment une euthanasie ou quelque chose comme ça, je sais que voilà, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour désamorcer un peu la situation. Donc notamment notre assistante qui est là, ou que ce soit aussi donc ma collègue parfois aussi si on est ensemble. Donc voilà, on passe toujours un bon moment. Et surtout aussi lors de chirurgie, si j'ai des difficultés ou quoi, je sais bien que notre assistante, elle est là, elle va m'encourager, et ça va me permettre de me rebooster et d'avoir plus confiance en moi.
En tout cas, voilà, je sais que ça m'a beaucoup aidé ici dans mes débuts et je continue du coup à apprendre. Mais vraiment, ça a été un soutien exceptionnel. Donc, pour l'instant, c'est vraiment ça que j'adore, c'est cette ambiance, voilà, au cabinet parce que ça permet de passer un bon moment. Parce que forcément, des fois, on n'a pas envie d'aller travailler pour X ou telle, voilà, situation, raison. Et donc se dire que, on va quand même rire, qu'on va papoter, c'est très chouette et ça permet aussi de tisser des liens, plus forts et en tout cas, je sais que ça nous a rapprochés. Donc voilà, donc je suis vraiment contente, de les avoir, parce que c'est plus des collègues maintenant, ils sont vraiment devenus des amis. Et donc voilà, même s'il y a quelque chose qui va pas, on en parle et autres, ça peut être le boulot, mais ça peut être, aussi, le privé, donc c'est vraiment précieux, ce lien qu'on a tissé. Donc voilà, c'est vraiment cette ambiance au cabinet que j'adore. Je travaillais en Angleterre à l'époque. C'était quelques semaines avant que j'arrête la pratique. Et je travaillais là avec une jeune vétérinaire qui avait quelques mois d'expérience, qui venait de sortir d'école. Et du coup, je faisais de mon mieux pour lui transmettre un maximum de choses avant de partir. Ça faisait partie des choses qui me plaisaient dans mon métier, de transmettre, d'aider les personnes à s'améliorer, de leur dire ce qui, moi, m'avait aidé à me faire des déclics en termes de facilité de diagnostic ou de confiance. Et là, cette jeune, elle garde un chat pour pouvoir faire des examens complémentaires avant de le rendre au propriétaire. Ça fonctionne beaucoup comme ça en Angleterre. On hospitalise beaucoup les animaux, même juste à la journée, pour avoir le temps de faire les examens complémentaires avant de rendre et d'expliquer aux gens ce qu'on a fait et ce qu'on attend comme résultat, etc. Donc elle le garde. C'était un chat qui venait pour une consulte de dermatologie, qui avait des démangeaisons. Et c'était un chat qui ne sortait pas. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais vraiment très 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 bien retenu le discours de une de mes très bonnes amies qui est spécialiste en dermatologie, qui disait s'il se gratte, faut chercher des puces. Si c'est pas des puces, c'est quand même des puces. Et quand c'est pas des puces, c'est encore des puces. Donc il y avait quelque chose d'un peu absurde comme ça, mais vraiment de très important que j'avais très très bien retenu, qui était de dire il faut chercher ça, absolument, en fait. C'est le premier truc qu'il faut absolument chercher quand un animal se gratte, même s'il sort pas. Et du coup, moi, j'avais un très, très, très haut niveau de certitude sur le fait qu'il fallait absolument faire ça. Et du coup, je lui ai dit à cette jeune véto, viens, on va chercher sur ce chat s'il n'y a pas des traces qu'il a été piqué par des puces. Et donc, on va chercher s'il n'y a pas des crottes. Elle était ultra sceptique. Elle y croyait pas du tout. Le chat ne sortait pas. Ça lui semblait juste absurde que je dise ça. Et on a cherché. Et surtout, moi, j'ai pris le temps de chercher. J'avais développé mes petites techniques pour rebrousser le poil, etc., pour balayer un maximum. Et au bout de 2-3 minutes sur le chat, qui était hyper mignon, qui nous a tout laissé faire, bingo, la belle crotte de puce qui est validée avec la petite technique du sopalin blanc mouillé qui permet de voir qu'effectivement, c'est bien du sang séché. Je me souviens, ce moment-là, la victoire interne, vraiment de me dire « Ah ah, tout cet apprentissage aura servi pour ce jour de gloire où j'aurais trouvé cette satanée crotte de puce, la seule qu'il y avait peut-être sur ce chat ce jour-là, peut-être qu'il y en avait d'autres, mais vraiment on a passé du temps et on en a trouvé une. Et c'était quand même la preuve que, effectivement, il faut d'abord chercher les puces. Et vraiment, il y avait à la fois la satisfaction de lui montrer par la preuve que, souviens-toi vraiment de ça à l'avenir de ta carrière, parce que ça va faciliter ta vie, ça va t'aider à avoir de la certitude, de l'assurance avec les gens quand tu vas leur dire que c'est ça que vous allez faire, que vous allez commencer par traiter ça. Et il y avait vraiment un très gros kiff un peu égotique de j'ai trouvé la crotte de puce. Et je m'en souviens vraiment comme d'un moment vraiment tripant. C'était très cool de trouver cette crotte et de pouvoir derrière tout lui expliquer et l'aider à intégrer ce qu'on venait de vivre, quoi, et à s'en souvenir ensuite. C'était vraiment chouette. Il y a plein de moments dans ma vie de vétérinaire praticienne qui me font kiffer. Et on a tendance à les oublier parfois, donc c'est chouette de se les remémorer de temps en temps. Alors, si je devais vous partager un de ces moments aujourd'hui, ce serait la première visite, et donc souvent le premier vaccin d'un chiot ou d'un chaton. Alors, faut savoir que chiot-chaton, c'est
En fait, c'est mon péché mignon. La bouille d'un chiot, d'un chaton me rend carrément dingue. Et j'adore leur faire des papouilles, les observer, en train de jouer maladroitement avec la croquette que je viens de leur donner pour leur faire oublier la piqûre. Et ce que j'aime aussi énormément, c'est de savoir que ce moment hyper cool pour moi, c'est aussi super important pour la petite boule de poil et son humain, parce que c'est le moment où je peux les aider tous les deux à commencer leur relation du bon pied. C'est comme ça que je le vois. Et donc je félicite pour ce qui se passe bien, je donne des conseils et j'encourage pour ce qui pose problème, je me sens comme un guide en fait. Tout ça se passe toujours dans la bienveillance et la joie, parce que les propriétaires sont aussi très heureux et fiers de nous présenter leurs petits nouveaux. Et bon, alors quand c'est le premier vaccin d'une portée de chiots que tu as fait naître par césarienne 2 mois plus tôt, c'est encore plus fou et génial de les revoir, quoi. En fait, vivre ce moment, ça m'apporte du réconfort, ça me fait oublier tout le reste, et je dirais même que ça me remplit d'amour. Alors, je suis vétérinaire urgentiste pour animaux de compagnie et récemment, nous avons reçu un petit chiot de 3 mois qui s'était fait attaquer par un gros chien au niveau de la gorge. Et sa propriétaire, en voulant sauver son chiot, s'était également fait attaquer et mordre par le chien assez méchamment. La propriétaire est arrivée avec son chiot extrêmement paniquée, tremblante, presque en état de choc émotionnel, incapable de vraiment beaucoup parler. Son chiot était également très douloureux, en difficulté respiratoire suite à une perforation trachéale lors de cette morsure. Donc je me suis donc empressée de prendre en charge et de stabiliser ce petit chien. Et en même temps, plusieurs ASV de la clinique ont arrêté ce qu'elles étaient en train de faire tout de suite pour venir apporter leur aide auprès de la propriétaire. Et que ce soit avec des paroles réconfortantes, mais également en lui apportant une bouteille d'eau, en lui bandant ses plaies en attendant qu'elle puisse aller elle-même aux urgences se faire évaluer, en lui offrant des habits de rechange parce que les siens étaient complètement déchirés et tachés de sang. Et donc, grâce à vraiment ce merveilleux travail d'équipe, le chiot a été rapidement stabilisé et sa propriétaire a pu repartir beaucoup plus apaisée, rassurée et était vraiment pleine de gratitude envers toute l'équipe. Donc, c'est vraiment des exemples comme celui-là de mobilisation humaine où on vient apporter soutien et réconfort avec beaucoup de bienveillance et de compassion envers nos patients et nos clients qui m'apportent vraiment une grande joie dans mon exercice quotidien et me permettent de continuer de manière confiante et sereine. Donc moi, en tant que vétérinaire praticien rural, les meilleurs moments que je préfère, c'est vraiment la nuit, partir faire une césarienne, être seul avec l'éleveur. Je trouve que c'est vraiment le moment que je préfère parce qu'il y a une ambiance très spéciale la nuit qui est propice aux confidences avec l'éleveur. On se dit des choses qu'on se dirait pas forcément la journée. Et puis, il leur sort un moment particulier. Donc c'est vraiment pour ça que je préfère. J'aime ces moments de garde, ces moments de nuit. Mais si j'ai une anecdote à raconter aujourd'hui et qui m'a marqué, je pense que c'est peut-être ma première césarienne. Je m'en souviens très bien. C'était du coup, il était 19h et donc il y a un village qui tombe. Ma patronne qui me dit, voilà, je pense que c'est le moment pour toi d'y aller seul. Donc je m'y attendais pas trop parce qu'on s'était pas dit avant que la prochaine c'était pour moi tout seul. Donc j'y vais tout seul. Là, c'était chez un éleveur de Normande. Je fouille la vache et je me rends compte que de toute façon ça pourra pas passer et que du coup il faut faire une césarienne. Donc un peu stressé de me lancer tout seul. Et je pense que ça se voyait un petit peu puisque l'éleveur me dit sur le ton de la boutade, c'est quand même pas ta première. Donc là, je réponds non, bien sûr, c'est pas ma première. Même si intérieurement, j'étais vraiment très stressé. Du coup, je commence ma césarienne et puis au moment de sortir le veau, je panique un peu parce que j'attrape pas au début les 2 premières pattes. Du coup, j'arrive pas à sortir le veau. Du coup, je commence un peu à stresser, à me dire qu'est-ce que je fais là tout seul, je vais jamais y arriver. Finalement, je me calme, je réfléchis et je sors le veau. On sort un beau veau vivant, donc l'éleveur est content. Je finis la césarienne, on discute même, tout se détend. Et donc moi, ça allait quand même beaucoup mieux qu'au début. Et donc à la fin, l'éleveur me remercie et me dit bah t'as vraiment bien assuré. Donc quand je suis remonté dans la voiture, j'étais vraiment content alors que je suis vraiment pas parti confiant. Et du coup, bah ça a lancé ma carrière de césarienne. Alors perso, j'ai plusieurs kiffs. Peut-être le premier, c'est celui du matin,
au café et puis chacun discute des cas que l'on a et puis on partage ce que l'on pense, que ce soit avec les vétos ou les ASV. Plusieurs cerveaux, ça fait avancer les choses. Et puis mon deuxième kiff, peut-être le plus important, c'est de partager avec des stagiaires, que ce soit des collégiens ou des vétos ou des ASV qui sont en stage, et puis leur montrer le métier, voilà, les encourager à poursuivre. Et puis peut-être pour les jeunes vétos, leur montrer les petites techniques qu'il y a, les encourager et puis les faire progresser. Moi, ce que j'adore, c'est vraiment la démarche diagnostique, la réflexion qu'on va avoir pour essayer de résoudre un cas clinique, tout ce qui va nous amener à avoir le diagnostic, en fait. Donc, c'est surtout la médecine interne que j'adore et le côté un petit peu réflexion intellectuelle de notre métier. À mon niveau de généraliste, j'aime bien essayer de résoudre ce qu'on appelle à la clinique les cas pourris ou les cas compliqués. J'aime bien essayer de partir des anomalies de l'examen clinique et puis ensuite essayer de trouver les examens complémentaires les plus adaptés. Et ensuite, avec tout ça, faire le diagnostic différentiel et essayer d'arriver au diagnostic. Donc, je me sers des tableaux étiologiques, des organigrammes. Voilà, j'aime bien aller fouiller dans le bouquin de médecine interne, le Hébert, c'est ma bible. J'adore aller fureter dedans, aller d'une page à l'autre et essayer de trouver ce qu'un animal a. Au début, quand j'ai commencé à bosser et que je trouvais pas ce qu'avait un animal, vraiment ça me stressait. J'étais inquiète et puis maintenant, c'est plus de l'excitation intellectuelle. Quand je trouve pas, je me dis: «Qu'est-ce qu'il peut avoir?» Donc voilà, des fois ça m'arrive de me réveiller la nuit et j'ai le cerveau qui mouline pour essayer de me dire: «Il peut avoir ça, ça», donc c'est plutôt stimulant. Et mes cas préférés c'est quand, à partir de l'ophtalmo ou de la dermato, on arrive à trouver de quoi souffre un animal, à avoir un diagnostic, d'une maladie, qui est générale. Et je dis toujours aux clients, que c'est la partie visible, de l'iceberg. Donc ça, c'est mes cas préférés. Et du coup, j'ai un exemple. C'est un chat de 5 ans, un chat d'intérieur. Les propriétaires étaient en vacances et ils sont rentrés et le chat était hyper déshydraté, hyper abattu. Donc voilà, en urgence, on l'a réhydraté. Et puis le lendemain, on s'est rendu compte qu'il voyait vraiment pas bien, qu'il avait une photophobie. On a fait un examen ophtalmo bien poussé et puis on a vu qu'il y avait une uvéite, un décollement de rétine, des signes de choriorétinite. Donc on s'est dit que voilà, il y a pas beaucoup de maladies qui pouvaient faire ça. On a surtout pensé à la PIF. Après, on a fait des examens d'imagerie qui pouvaient être en faveur de ça. On a fait des prélèvements sanguins, on a fait une ponction d'humeur aqueuse et puis le laboratoire a confirmé que c'était ça, malheureusement. Donc c'est des cas que je trouve hyper intéressants, hyper valorisants aussi et qui poussent à la réflexion et j'adore ce genre de cas. Et je finirai par une petite pointe de nostalgie. Quand j'étais à l'école de Lyon, on avait un professeur exceptionnel, le professeur Cadoré, qui insistait sur la rigueur de la démarche diagnostique. Et moi, j'écoutais pas trop parce que ce qui m'intéressait, c'était d'aller aux hôpitaux pour apprendre à poser des cathéters ou faire des prises de sang. Et je me rendais pas compte, en fait, de la richesse de l'enseignement qu'on pouvait avoir. Donc maintenant, quand j'ai des jeunes vétos, je leur dis écoutez ce que disent vos profs et allez en ronde parce que c'est le plus intéressant, en fait, en clinique. Moi, ce que j'aime dans mon métier de véto rural, c'est la relation de qualité qui se crée avec les éleveurs. C'est quelque chose que je retrouve pas ailleurs dans aucun autre aspect de ce métier et j'y tiens énormément. Ça nous permet de travailler en confiance et on gagne en efficacité. Cette relation de confiance, d'ailleurs, elle est bilatérale. C'est autant l'éleveur qui me fait confiance sur mon diagnostic, mon traitement, etc., que moi qui ai confiance en lui pour assurer la contention, ma sécurité si c'est nécessaire
pour être observant sur le traitement que je vais prescrire, me donner des nouvelles si besoin, etc. C'est un aspect de la pratique qui manque dans le territoire et dans la clinique. Ça me donne envie d'y rester et de m'y investir, de toujours faire de mon mieux pour mes clients. J'ai toujours voulu être véto depuis que je suis petite. J'ai passé des heures à regarder un livre de parasitologie et dermatologie qu'avait mon père qui était médecin, qu'un labo lui avait passé, et ça me fascinait. Et c'est probablement pour ça aussi que j'ai fait de la dermato, et j'ai toujours autant de plaisir à observer les parasites au microscope. Alors les démodex, avant on en voyait couramment, à cause des laneurs on en voit moins, donc ça redevient très excitant d'en voir, et sinon les sarcoptes m'apportent toujours autant de joie. Après, dans les choses qui étaient pas prévues au programme, c'est parce qu'on peut pas dire que ça me fait kiffer, donc ça c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. On sort de là très démuni face à ça, et on le vit plus ou moins bien, plutôt plus ou moins mal. Alors que maintenant, je finis par aimer les euthanasies. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que quand je me suis occupée d'un animal toute sa vie, pouvoir l'accompagner, accompagner les gens et être présente jusqu'au dernier moment, et ça fait partie des choses. Je fais peu de domicile, mais pour des otages, j'y vais, et j'ai le sentiment d'avoir bien fait mon travail et d'avoir accompagné l'animal que j'ai suivi pendant des années bien, et de le soulager. Il y a peut-être aussi un sentiment de toute puissance qui part au fur et à mesure des années, à savoir qu'au départ, on croit qu'on va sauver tout le monde, mais non. Je pense que notre métier, heu, on n'en sauve pas tant, mais on les accompagne, et parfois il faut un petit peu forcer les gens. Je parle de tas parce qu'hier j'en ai fait 2 et j'en ai fait une aujourd'hui, que les 3 m'ont secouée, et celle de cet après-midi aussi, beaucoup, parce que c'était une vieille chienne qui est arrivée avec un monsieur, un peu rustre, on va dire, qui adorait sa chienne, et une chienne grabataire qui était, non ambulatoire depuis pratiquement 1 an, de ce qu'il m'a dit, qui venait là pour des escarres, et ça a été compliqué, mais j'ai réussi à lui faire comprendre qu'il fallait arrêter. Je connaissais pas cette chienne, je l'avais jamais vue, mais de l'avoir allongée comme ça et son regard, et je suis allée pleurer dans la salle derrière, pour remplir mes seringues, et j'ai accompagné le monsieur, on a discuté. Ça m'a pris 1 heure, mais au final, je pense que j'ai bien fait mon travail, ce soir, et que cette chienne, elle est en train de gambader au paradis des chiens, et qu'elle a arrêté de souffrir dans le carcan de son corps qui l'emprisonnait depuis longtemps. Voilà, c'est pas très gai. On peut pas dire que c'est ça qui me fait kiffer, mais moi, ce soir, j'ai l'impression que j'ai rendu, le plus gros service du monde à cette chienne et à ce monsieur qui arrivait pas à prendre la décision. Eh bien, je vais vous partager un truc que j'ai vécu il y a pas si longtemps que ça. Donc je prends une consultation classique avec une cliente que je connais depuis longtemps, qui a des cochons d'Inde et un lapin, enfin des lapins. Elle a déjà plusieurs lapins, et que je suis depuis je sais pas, une vingtaine d'années. Et elle m'apporte son cochon d'Inde, et elle me dit: «Il ne mange plus, il ne va pas bien», et cetera. Et je le palpe, je le regarde, et je sens une masse au niveau de la vessie. Enfin, je palpe un calcul, ce que je supposais être un calcul au niveau de la vessie, et je lui dis: «Bah, écoutez, je suspecte un calcul vésical, je vais faire une radio pour préciser». Elle me dit: «OK». Bon, vraiment des personnes qui financièrement, c'est voilà, n'ont pas ne peuvent pas faire des examens complémentaires, mais aiment leurs animaux et suivent leurs animaux. Donc je fais la radio, et là je vois un calcul superbe, quoi. Enfin, pour moi, je le vois comme superbe, quoi, mais qui prenait la taille d'une olive à peu près, et bien visible. Enfin, le genre de truc, on dit: «Ouais, la radio est superbe»,
bon, qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc en fait, je retourne en consultation et je dis à la dame, je confirme ce que j'ai senti à la palpation. Votre cochon d'Inde a donc un calcul dans la vessie qui lui remplit quand même une bonne partie de la vessie et c'est pour ça qu'il n'est pas bien, qu'il est voilà. Donc il y a 2 solutions, soit on ne fait rien, on ne tente rien et ça va pas bien se passer. On peut le mettre sous antibiotiques, anti-inflammatoires, il va peut-être aller un petit peu mieux, mais enfin néanmoins, ça risque d'être compliqué. Soit, on essaie d'enlever, on essaie d'enlever, on peut dire ça, on essaie d'enlever le calcul. Je lui explique avec des mots simples, je fais, je crois que je parle même pas de cystotomie. Je dis: «Bon, mais je vous préviens, je ne l'ai jamais fait». Je ne l'ai jamais fait, mais je pense que c'est faisable. J'ai déjà endormi des cochons d'Inde pour, différentes choses. Je pense que c'est faisable et que, ça pourrait, lui sauver la vie, actuellement. Elle me dit: «Bah OK, on y va». Et donc, elle me ramène, le cochon d'Inde le lendemain matin et je me suis lancée dans la cystotomie. Alors évidemment, j'avais jamais fait, donc ça avait un parfum de justement de faire quelque chose que je n'avais jamais fait, qui me testait un peu, qui me challengeait avec l'envie de sauver son cochon d'Inde, de lui faire plaisir aussi à ce propriétaire parce que c'est toujours notre, préoccupation, pas vraiment de faire plaisir, mais enfin je veux dire de soulager, de répondre aux besoins de notre propriétaire. Ça c'est vraiment, très important pour moi aussi. Donc ça faisait un mix de plein de choses et donc globalement, j'ai ouvert le cochon d'Inde. Je m'étais documentée avant bien sûr. Je l'avais déjà fait sur des chats, sur des chiens, jamais sur un cochon d'Inde. Bon finalement c'était pareil. J'ai fait ça avec mon assistante. On a retiré le calcul, on a refermé la vessie, j'ai refermé et cetera. Le cochon d'Inde a remangé. J'ai passé la nuit à la clinique quand même pour le surveiller. Je lui ai donné des petites friandises, il les a remangées, c'était bon signe. Le lendemain, je l'ai rendu. On a eu des nouvelles 48 heures après, ça allait toujours bien. On l'a revu au bout d'une semaine, ça allait bien et on a retiré les fils, 15 jours après et ça allait super. Elle a retrouvé son cochon d'Inde, la dame était super contente. Moi, j'étais super contente parce que j'avais fait quelque chose que je n'avais jamais fait et mon assistante aussi, enfin l'équipe aussi, enfin voilà. J'ai gardé le calcul et cette chose-là, donc évidemment, c'était un cochon d'Inde, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours. La richesse pour moi de notre métier, c'est de pouvoir avoir accès à des choses qui sont extraordinaires pour moi, j'avoue. Je ne l'ai pas référé parce que la dame n'avait pas les moyens de le référer et quelquefois, ça nous donne l'occasion justement d'aller un peu plus loin et du coup d'en tirer évidemment de la satisfaction et de la joie pour tout le monde et c'est ça que j'adore quand j'ai commencé aussi à faire des chirurgies osseuses, des choses comme ça, c'est la notion de pouvoir progresser, apprendre, évoluer et ça je crois que quels que soient les métiers, c'est quelque chose qui est le sel de justement de la longévité, enfin de trouver des petites choses, des petites pépites. Un jour, il y a des gens qui m'ont ouvert la porte, ils étaient en peignoir, en train de fumer le chicha. Un couple de septagénaires. Leur chat, il avait un abcès aux glandes anales. 2h du matin. Tu dis, d'où un couple de septagénaires t'appelle à Paris parce que leur chat a un abcès des glandes anales à 2h du matin. Pour eux, c'était important. L'abcès, ils venaient de claquer, ils venaient de comprendre ce qu'avait leur chat qui était pas très bien dans la journée, mais ils se disaient voilà. Et là, ils voient l'abcès éclater, ils sont inquiets. Ils sont en train de boire des bières, fumer la chicha. Pendant toute la consultation, ils m'ont dit, vous voulez pas quelque chose à boire, docteur? Il est 2h du mat. Moi, je dis, mais écoutez, je bosse jusqu'à 5h ce soir, je peux pas, là. J'adorerais. Et ils ont insisté. Et en fait, 3h, je termine ma consultation. Et ils me disent, vous voulez pas un coup à boire? Ils insistent encore. Je dis, écoutez, je vais voir s'il reste du travail, si on a encore besoin de moi. Et j'appelle la centrale de régulation et qui me dit, non, c'est bon, c'est calme. Il reste 2 vétos sur la route. On a largement de quoi faire. Bois un coup. Je suis rentré à 7h du matin, mais dans un état. Mais c'était incroyable. Je me souviens de rien. Mais je sais que j'ai passé une super soirée. Et c'était trop bien. Et ces moments-là, j'aurais pu les trouver de nulle part d'autre, je pense.
Alors moi, mon kiff absolu en médecine vétérinaire, ça fait 20 ans que je travaille, et ce qui m'émerveille toujours à chaque fois, c'est quand on fait une césarienne, qu'on endort la maman, et que l'anesthésie se passe bien, que la chirurgie se passe bien, que les petits, on arrive à tous les réveiller, et que la maman et les bébés se réveillent en bonne santé, en bonne forme. C'est toujours le même émerveillement, c'est toujours la même joie à chaque fois que qu'on fait ça, et la même tristesse quand il y en a malheureusement un qui meurt ou qui ne sont pas viables. Voilà, donc les meilleurs kiffs que j'ai eus sont toujours en chirurgie, personnellement, parce que c'est un domaine que j'apprécie énormément. Après, les cas de médecine interne qui s'arrangent bien, dès que ça se passe bien et qu'on voit le sourire sur le visage des propriétaires, qu'on sait qu'on a fait un bon boulot et que grâce à nous, l'animal va vivre encore un petit peu dans de bonnes conditions, c'est vraiment ce genre de choses qui nous font oublier tous les mauvais moments. Le gros kiff, c'est un peu quand tout roule. Ça arrive pas tous les 4 matins, donc c'est quand même relativement appréciable. Moi, je me souviens par exemple un petit chiot qui arrive mal depuis le matin même, un petit labrador tout mignon qui vomit pas bien. Bon, là on se dit parvo, non, occlusion, on fait une écho et là on détecte une intussusception. Donc l'image est assez jolie, c'est assez satisfaisant quand même. On arrive à dégager un créneau pour l'opérer et donc dans la foulée on l'opère et là tout se passe à merveille. On arrive à dévaginer les intestins sur une grande longueur alors que tout est encore viable. Donc ça c'est assez plaisant à la fois d'observer ça et puis de le réaliser aussi. Voilà, on finit la chirurgie, le chiot se réveille le lendemain matin, et comme si de rien n'était, il pète le feu, il rentre chez lui pour le week-end. Personne n'est d'astreinte, c'est parfait quoi. C'est un vrai petit kiff. Alors pour moi, l'intervention la plus kiffante et la plus excitante qui m'a été donnée de faire en 23 ans de carrière, c'était un appel pour une plaie sur une jument, pas très loin de la clinique. Et donc je me rends sur place et je rencontre deux grands-pères, mais dont deux très vieux grands-pères déjà qui marchaient avec des cannes, tout ça, et qui m'emmènent du coup voir la jument avec la plaie dans un espace sombre, une vieille étable de vache. Et donc je rentre là-dedans et je tombe sur une jument de 5 ans magnifique, une Akhal-Teke, qui avait en fait sauté les barbelés et qui s'était arraché la peau de tout le ventre, du dessus des pectoraux devant jusqu'au nombril, sur 50 centimètres de large, quoi. Donc elle avait un tablier de peau qui lui pendouillait en dessous du ventre et qui touchait à terre dans le fumier. Là où les choses se sont compliquées, c'est que du coup j'avais avec mes deux grands-pères et moi-même. Et la jument, elle avait jamais été approchée, elle était en grande souffrance et complètement apeurée de ce qui venait de lui arriver. Elle avait jamais vraiment été approchée par l'homme. Donc il a fallu que je trouve de l'aide, il a fallu du temps, il a fallu beaucoup de mains en fait pour arriver déjà juste à approcher la jument, à pouvoir lui mettre une corde autour du cou et puis pouvoir la tranquilliser. On a pu l'anesthésier, on a pu la recoudre et recoudre son lambeau de peau qui faisait, je pense, au moins un demi-mètre carré, quoi. Enfin, c'était vraiment un gros lambeau de peau. On a passé, je sais plus combien de bobines, honnêtement, mais des bobines de fil, et en faisant ça un peu à la mode vétérinaire, qui fait comme il peut. Il a fallu beaucoup de soins post-opératoires et puis des mois, et même recoucher la jument à une autre reprise où ça a été extrêmement compliqué de nouveau de pouvoir la recoucher. Ça a été dangereux, ça a été vraiment une histoire qui a duré pendant 7-8 mois, et en fait finalement à la fin des soins,
La plaie, enfin, on voyait plus grand-chose. C'était vraiment bien réparé. Et puis la jument était sociabilisée avec l'homme à la fin. Et puis donc c'était une belle histoire qui s'est bien terminée, mais qui a demandé vraiment beaucoup d'efforts de la part, pas que de moi d'ailleurs, de beaucoup d'autres personnes aussi. Ça a été vraiment quelque chose à mettre en place et on y arrivait. Donc c'était chouette. C'était un beau souvenir. Mes kiffs de veto, en fait, quand j'y pense, il y en a eu beaucoup. Et j'ai envie de dire heureusement, que ce soit en canine ou en équine, finalement, des moments particuliers et des réussites et des bonheurs, il y en a eu plein. Mais si je dois en trouver un particulièrement, c'est une situation qui me vient en tête et qui s'est présentée notamment 2 fois, qui m'ont marqué dans ma carrière. C'est le cas des chiens d'assistance. Ces chiens qui ont un rôle, une importance dans la vie de leur propriétaire qui est quand même extrême et importante, et qui du coup font d'eux par définition des patients un peu particuliers. Il y en a 2 qui m'ont marqué. Le premier, c'était un chien d'assistance pour un petit garçon d'une dizaine d'années, je dirais, qui est venu pour sa consultation vaccinale alors que j'étais toute jeune vétérinaire. Ça faisait moins d'1 an que je pratiquais. Et je me souviens avoir discuté avec le petit garçon de son chien et lui avoir demandé combien de commandes son chien connaissait. Et ce petit garçon, il m'a répondu avec un air très malicieux qu'il en connaissait 50. En fait, non, 52. Il en connaissait 50 quand le chien est arrivé chez lui, mais 52 parce qu'il lui en avait appris 2 nouvelles depuis. Et quand je lui ai demandé lesquelles, il m'a répondu bisous et câlins. Et j'avais trouvé ça extrêmement mignon et touchant de voir la relation de ce chien qui aidait cet enfant dans les tâches du quotidien et le regard et l'amour que ce petit garçon lui apportait en retour. Je crois que c'est la première fois où je me suis sentie à ce point-là utile en tant que vétérinaire, c'est quand je me suis occupée de ce chien d'assistance. Et la deuxième fois, c'était aussi un chien d'assistance, aussi pour des enfants, mais des enfants cette fois-ci avec un handicap mental, puisque on était sur de l'autisme. Et là, c'est une toute autre situation qui s'est présentée parce que pour la première fois, j'ai eu le sentiment d'avoir en face de moi un chien fatigué, émotionnellement, pas physiquement. Physiquement, il était en pleine forme, il était tout jeune en plus, mais émotionnellement. Visiblement, ce chien, il allait puiser dans ses ressources pour pouvoir épauler son propriétaire, en fait ses propriétaires, parce que dans cette maison, dans cette famille, il y avait plusieurs enfants qui avaient besoin de l'appui du chien et du soutien du chien, que ce soit pour aller à l'école, en ville, chez le docteur, ou même peut-être pour les rassurer pendant la nuit. Et ce chien, du coup, il avait finalement peu l'occasion de se reposer, et je me souviens avoir discuté longuement avec la maman pour essayer de trouver des solutions pour permettre à ce chien de se reposer et de pouvoir continuer à aider de façon aussi efficace ses enfants, finalement lui permettre à elle d'aider ce chien à aider ses propres enfants. Et c'était une consultation, une discussion qui avait été particulièrement touchante parce que là aussi je me suis sentie vraiment utile et investie d'un rôle dans le bien-être à la fois des humains et de l'animal, et j'ai trouvé vraiment que c'était une des raisons et un des moments où j'étais contente d'être capable d'aider et d'être vétérinaire. Donc ouais, si je dois trouver une raison d'être vétérinaire, et particulièrement, il y en a plein d'autres heureusement, mais celle de pouvoir aider les animaux qui aident les humains, voilà, elle me touche particulièrement, et ça reste quelque chose d'intense dans mes souvenirs, et j'espère que ça se reproduira encore au fil de ma carrière. Alors, voilà, une expérience à partager, une expérience de vétérinaire équin. C'était une nuit de garde. Bon, comme souvent. Cette nuit-là, j'avais une jument à la clinique, hospitalisée pour le poulinage. Voilà, je devais surveiller le poulinage. Elle était quand même bien avancée. Donc elle avait une ceinture de poulinage et moi j'avais le piper dans la chambre. Et hop, bingo, vers minuit, minuit 30, hop, la ceinture se met à biper. Donc touc, je me lève, je file au box qui est à 100 mètres de la maison. Et effectivement, poulinage déclenché, mais vraiment ça va très très vite. Je suis arrivée, juste le temps d'attraper le poulain, impeccable.
Et ensuite, la jument délivre. Vraiment le poulinage facile, un petit poulain bien vigoureux, mignon. Top. Donc après, les étapes, on s'assure qu'il va bien, qu'il tète sa première tétée, surtout le colostrum, c'est important, que la mère a bien pouliné, délivré, qu'elle est confortable et que tout se passe bien. Bon, c'est toujours des moments qui sont vraiment touchants parce que on voit la vie apparaître dans notre métier. On est souvent confronté à des choses difficiles et là, voir la vie qui apparaît est facile, c'est vraiment chouette. Bon, voilà, donc je me couche vers 2h30, 3h, une fois que tout est bien, mais vraiment plutôt satisfaite. Après, le temps de trouver le sommeil avec l'adrénaline, etc. Et bon, j'étais toujours de garde. Et là, 6h30, 7h, le téléphone sonne. Un très bon client à moi. Et pour le coup, lui, il connaît bien. Il me dit, Émilie, j'ai un poulinage, ça va pas du tout. Je vois la patte qui sort à travers la jument. Quand vous entendez ça, vous ne demandez pas tellement plus de détails. Vous sautez dans un jean, sautez dans la voiture et c'est parti. Et donc j'arrive chez le gars, un quart d'heure de route, et là effectivement le drame, la patte qui était complètement sortie à l'extérieur de la vulve, en fait, ça avait déchiré vraiment tout l'arrière de la jument. Alors quand on voit ça, c'est vraiment le flagrant par rapport au poulinage précédent où là on se dit mais que la nature est bien faite, tout est formidable, et là on voit ça, on se dit mais c'est la catastrophe parce que le poulain ne peut pas sortir, donc toutes les chances qu'il soit mort, et la jument dans la nature elle serait morte. Et là, donc, on réfléchit pas, hein, c'est notre métier, procédure d'urgence, faut repousser le poulain, etc. Je le sors. Et là, le miracle, alors que vraiment, ça faisait au moins une demi-heure que c'était comme ça, le poulain est vivant. Et là, quand vous avez cette situation où vous replacez le poulain, vous le sortez, il respire, il est vivant, c'est un tel soulagement et c'est une telle leçon de vie parce que ça dépasse vraiment, du coup, la nature. Là, on se sent vraiment utile. Voilà, donc ce petit poulain vivant qui démarre finalement pas si mal. Après, il y a des soins à la jument, il faut prendre le temps de recoudre tout ça, la soigner, délivrer, etc. Voilà, là on retombe plus dans notre métier classique. Mais ça, c'est des chouettes expériences parce que là, une nouvelle nuit, on dort quasiment pas. Mais dans la même nuit, voir ce poulinage qui s'est débrouillé tout seul et vraiment la beauté de la nature, et celui-là où franchement, là, sans intervention, le poulain serait mort et la jument aussi. Et voilà, là, ça donne un vrai sens à notre métier parce que c'est aider la vie, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est chouette. Et ce qui est chouette en plus aujourd'hui, c'est que ce poulain que j'ai fait naître, je sais pas, il y a 4-5 ans, je dirais, quand je le revois aujourd'hui, parce que je le suis en clientèle, ça me fait toujours un pansement au cœur. Parce qu'on voit ce grand cheval, il est là et on se dit, ouais, il est quand même là parce que le gars a vu que ça allait pas et que j'ai pu le sortir à temps. Alors, l'un des moments les plus sympas, je crois que ça remonte à l'école Veto. Ça date pas d'hier. On était en dernière année et lors d'un tour de garde des hospices, on voit arriver un chien plutôt grand format, type croisé beauceron, qui avait eu le malheur de tomber dans un lac et de se faire mordre par des ragondins, et il portait vraiment sur le corps des dizaines de morsures de ragondins. Alors évidemment, il n'a pas manqué de déclarer une leptospirose, forme assez sévère, et du coup le pronostic était plus que réservé. Forcément, ce genre de cas-là en hospitalisation, c'est pas toujours très agréable parce que le pronostic étant plutôt sombre dans ces formes sévères, on a toujours un peu l'angoisse de se dire que quand on va arriver pour le tour de garde ou pour les injections, le chien sera déjà mort. Donc, comme le chien est un peu apathique, prostré, sûrement très douloureux, je décide de mettre le lit de camp devant la porte de sa cage, que je laisse ouverte. Et finalement, le chien s'apaise un peu, arrête de geindre, et passe une première nuit un peu plus sereine. Ce qui était super cool, c'est de se dire que tout le groupe de clinique s'est senti très très investi pour ce chien-là, qui était en plus vraiment très sympa, et qu'au bout de 2-3 jours de soins intensifs, le chien s'est mis à aller beaucoup mieux, à se mettre debout sur ses pattes et à pouvoir même aller faire quelques pas dehors. Et ce qui est vrai, c'est que chaque matin, que ce soit les uns ou les autres, on se disait c'est super, c'est une journée de plus où ça commence à aller mieux. Et ça m'a à la fois fait plaisir à titre perso parce que je me suis dit que c'était vraiment chouette de pouvoir s'investir et d'avoir un résultat positif, de se dire que tous les cas sont pas désespérés. Et la deuxième chose, c'est de se dire que quand on travaille en groupe, c'était encore plus sympa de pouvoir partager ça, les bonnes idées comme les moins bons moments, mais surtout les bons moments
moments, c'est aussi sympa de les partager. Ben alors moi, un de mes plus beaux souvenirs de ma pratique vétérinaire, c'est quelque chose de tout simple. En fait, j'étais appelée chez un éleveur pour un agnelage, donc une brebis qui mettait bas. Et voilà, il était plus que temps d'arriver. J'arrive, je fais l'agnelage et ça se passe bien. L'agneau va bien, la brebis va bien. Et voilà, après, en discutant un peu avec l'éleveur, il me dit vous l'avez reconnu. Et moi, je lui dis non, je vois pas trop de quoi, je voyais pas trop de quoi il parlait. Et en fait, il me dit vous l'avez déjà sauvée 3 fois celle-là. La première fois, elle avait une diarrhée, elle était très déshydratée, je l'avais perfusée. Une deuxième fois où j'étais allé la soigner, elle faisait une toxémie de gestation et donc j'avais dû lui faire aussi des Baxter et j'étais allé retourner 2 fois la soigner et ça avait été à chaque fois bien. Et alors là, il dit en regardant la brebis, il dit allez, t'as de la chance d'avoir le docteur pour toi. Et là, en fait, j'ai senti vraiment les larmes me monter aux yeux parce qu'à travers cet exemple-là, je me dis que on a tendance à être toujours un peu la tête dans le guidon et à foncer droit et à faire et avancer. Et je me suis dit, en fait, on se rend pas compte de tout le bien qu'on fait et parfois même de ce qu'on apporte. Et je trouve avoir quelqu'un qui rappelle ces événements avec en me montrant les faits, donc la brebis qui va bien après plusieurs années de soins. Ça fait du bien en fait et d'avoir la reconnaissance, de se rendre compte aussi qu'on a sauvé un animal parce qu'en fait souvent on soigne, on voit l'animal, on soigne et après on le voit plus parce que ça va et là le fait de la revoir et qu'il me dise ça, ça m'a beaucoup touchée en fait. Merci d'avoir écouté cet épisode de Vétomicro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Vétomicro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.